Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Valentin Enfant avec vous, nous sommes le mardi 12 février 2019 et ce matin on devrait avoir plutôt de l'appétit pour le risque ou en tout cas les indices européens devraient ouvrir dans le vert étant donné que le Congrès US a trouvé hier soir après la fermeture des marchés américains un accord de principe visant à financer une partie du mur à la frontière du Mexique afin d'éviter le shutdown vendredi soir. Donc en tout cas grâce à cette annonce on a eu une hausse importante euh, des indices en Asie, enfin surtout le Nikkei qui prend plus de 2%. Donc voilà, belle hausse en Asie. L'indice MSCI Asie ex Japon se contente seulement d'une hausse de 0,25. Ça reste tout de même positif pour un indice aussi large. Donc voilà, appétit entre guillemets au risque ce matin, même si voilà, il n'y a pas d'autres catalyseurs qui viendraient justifier pour le moment un bull market. Ça lève des incertitudes, mais voilà, on va voir si c'est suffisant ou pas pour déclencher une hausse importante. Alors, avant de poursuivre, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour tout le monde, je vais saluer la salle de trading. Bonjour Gilles, bonjour Pascal, j'espère que vous allez bien. Stéphane, Moa, Frédéric, Denis, bonjour à vous. Si vous pouvez me confirmer que l'image et le son fonctionnent correctement. Alors François qui me dit que ma voix a changé. Euh, alors pourtant ma voix, écoutez, c'est la même. Donc bon, il va falloir se contenter de cette voix, mon cher François. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà. Bon, le son et l'image fonctionnent comme nous le dit François et Frédéric, c'est parfait. Voilà, merci beaucoup pour vos confirmations. Alors, au niveau des résumés de la séance américaine et asiatique, on a eu voilà, Wall Street à l'équilibre dans un ordre dispersé hier, étant donné qu'on n'avait pas vraiment de facteurs qui justifiaient un rebond. Je rappelle, l'accord de principe trouvé par le Congrès américain, c'était post-marché, donc c'était après la fermeture des marchés américains. Donc hier, en soi, on n'a eu ni chiffres macro, ni annonce politique qui viendrait justifier un regain d'appétit au risque. C'est pour ça que Wall Street a clôturé à l'équilibre, le S&P a gratté 0,07%, tandis que le Nasdaq et le Dow Jones ont légèrement reculé. Le DXY, septième séance consécutive de hausse. Voilà, le dollar qui s'apprécie. Alors pas vraiment pour des raisons macro, pas du tout même. C'est surtout pour des raisons, enfin si macro, mais pas des États-Unis, plutôt de l'Europe. Voilà, en Europe c'est décevant. Hier on a eu le PIB britannique qui a déçu. Quand c'est pas le Royaume-Uni, eh bien c'est la zone euro qui déçoit. Et donc ce fait-là, eh bien incite les investisseurs à vendre du dollar, à vendre du GBP, et forcément une devise de couverture, ça va être le dollar. Le yen, ça va plus être une devise de couverture, de refuge lorsqu'on a de la panique. Vous voyez, donc c'est pas la même. C'est deux devises refuge, mais qui n'ont pas le même caractère. Vous voyez, le yen est corrélé, est beaucoup corrélé au VIX, d'accord, tandis que le dollar ne l'est pas. Donc voilà, le VIX, le yen, c'est vraiment une devise d'appétit, d'aversion au risque, d'accord, qui va fluctuer selon l'appétit, d'aversion au risque. Le dollar, c'est une devise qui s'apprécie lorsqu'on a de l'aversion au risque, mais également lorsqu'on a des chiffres décevants en Europe. D'accord. Donc voilà, ça faut le prendre en compte. Donc c'est pour ça que le dollar il progresse depuis finalement depuis la Fed, depuis le fin janvier, depuis le 31 janvier, on a une Fed qui a été moins hawkish que voilà, qu'auparavant, euh, et pourtant on a un dollar qui progresse. Donc c'est pas la Fed qui fait monter le dollar, d'accord. C'est vraiment le fait qu'on a des chiffres décevants en Europe. Le VIX a gagné 1,59% hier. Ce matin, nous avons l'or, le Nikkei et le MSCI Asie ex-Japon qui progressent. Alors pourquoi l'or progresse? Simplement parce qu'on a une légère baisse du dollar, ce qui est tout à fait normal, hein. On a 7 séances consécutives de hausse sur le dollar. Euh, L'euro qui a même atteint un plus bas depuis novembre, hein, qui a percé les 1,13. On est même venu clôturer en dessous, donc on va voir un petit peu ce qui est possible de faire. Mais voilà, donc ce matin on a une petite vente du dollar, ce qui est normal, après une hausse aussi importante, hein, plus 0,46% pour le DXY, c'est quand même important comme hausse. Donc c'est normal que ce matin le dollar est légèrement vendu. Et le yen, on le voit, il est en baisse de 0,26%.
Donc ça témoigne, le fait que le yen est en baisse témoigne qu'on a plutôt de l'aversion au risque. D'accord. Finalement, si on devait se concentrer que sur une devise pour savoir s'il y a de l'appétit ou l'aversion au risque, ça serait le yen. Le yen, s'il progresse, il y a de fortes chances que c'est parce qu'on a plutôt de l'aversion au risque. Le yen, s'il recule, il y a de fortes chances que ce soit parce on a de l'aversion. Bon, donc là, on voit qu'il y a plutôt de l'appétit ce matin. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans un bull market, hein. Là, ce matin, le marché est content que le Congrès américain trouve un accord de principe, ce qui éloigne la possibilité, les probabilités d'avoir un nouveau shutdown à partir de vendredi soir. Au niveau du calendrier économique, pas de rendez-vous attendu, mis à part le discours de Mark Carney à 14h heure française. Vous voyez, on a aucun chiffre, hein. Donc aujourd'hui devrait beaucoup ressembler à hier, c'est-à-dire assez peu volatile. Alors par rapport à l'accord de principe trouvé par le Congrès américain, pourquoi il faut être prudent, faut pas, voilà, la hache de guerre n'est pas comment dire, enfin c'est pas terminé, excusez-moi, j'ai perdu le mot. Oula, alors il y a une pub. Alors attendez, j'entends. Voilà, excusez-moi. Donc pourquoi il faut être très vigilant à cet accord de principe? Eh bien simplement parce que le Congrès américain a trouvé est d'accord pour financer le mur à hauteur de 1,3 milliard de dollars, le mur à la frontière du Mexique, tandis que Donald Trump exige un financement de 5,7 milliards de dollars. D'accord, donc c'est bien loin de ce qu'exige Donald Trump. Donc, l'accord de principe n'est pas un accord final. D'accord, on peut quand même avoir un shutdown vendredi, si Donald Trump le souhaite. D'accord, mais on voit quand même qu'on a un premier pas de la part des démocrates et des républicains, parce qu'il n'y a pas tous les républicains qui soutiennent Donald Trump dans ce projet, loin de là même. Je dirais pas qu'il y a une majorité qui est contre le mur. Je ne sais pas du tout s'il y a la majorité des républicains est pour ou contre, mais il y a quand même pas mal de républicains, un nombre non, enfin un nombre quand même important, considérable, qui est contre ce mur. Et là, on voit quand même que bon, démocrates et républicains ont fait un pas en avant. Donc à voir ce que Donald Trump va répondre à cet accord de principe. Est-ce qu'il va lever le shutdown alors que ce budget alloué au financement du mur est loin d'atteindre le montant exigé par Donald Trump, qui je rappelle est de 5,7 milliards. Alors, des questions. Denis qui me dit Valentin, VIX à 16, donc short du S&P bientôt. Alors, oui, oui. Maintenant, il faut savoir que le VIX, la particularité du VIX, c'est que il ne reste pas longtemps extrêmement élevé. Il reste très peu dedans. Ça dure quelques séances vraiment très haut. Par contre, il peut durer longtemps bas. D'accord. Il peut rester très longtemps euh, à des niveaux faibles. À l'image de ce qu'on a eu en 2017. Bon, on n'est pas du tout dans le même environnement qu'en 2017. En 2017, on avait un VIX moyen, il me semble, à 12, d'accord, pendant toute l'année. C'était extrêmement faible. Nous, on était dans une période où le marché priceait la baisse d'impôts de Donald Trump. Rappelez-vous. Et donc, c'était le S&P était en hausse toute l'année. Vraiment, voilà, c'était haussier. Donc, on avait un VIX extrêmement faible. Mais on n'est pas du tout dans le même contexte. On a, voilà, possible qu'on ait un shutdown vendredi, possible, même si voilà, la probabilité c'est un peu diminué, c'est pas la probabilité n'est pas de zéro, hein. 17 février, on a le département du commerce qui va donner son avis sur taxer ou non les voitures européennes, donc en d'autres termes lundi. Nous avons fin du mois la fin de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, et dans moins de 2 mois le Brexit. Donc vous voyez qu'on arrive on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en 2017. Donc c'est pour ça que le VIX à 16 il ne va pas rester très longtemps. À la rigueur, il peut rester tout au long de la semaine jusqu'à attendre davantage d'informations au niveau du shutdown, au niveau de la décision du département du commerce de taxer ou non les voitures européennes. Mais je ne le vois pas continuer à rester à 16 encore, on va dire, un mois. Pas du tout. Honnêtement, il y a beaucoup trop d'échéances pour que le VIX reste à 16 encore plusieurs semaines. Voilà, ça fait, il me semble, une dizaine de jours depuis le début du mois de février qu'il est à 16.
On va voir ça tout de suite. VIX 16. Voilà, vous voyez, allez, à peine depuis le début du mois de février, voilà, il est à 16. Je le vois pas continuer comme ça encore un mois, pas du tout. Donc voilà, prudence sur le VIX. Le VVIX, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors c'est la volatilité du VIX. Le VVIX, il est sous 90, donc ça témoigne d'une certaine complaisance de la part des investisseurs. Alors je vais retracer. Alors je suis repassé sur graphique vierge. Tous mes graphiques sont vierges sur TradingView. Voilà, donc je les recommence. 90, 110, c'est les deux bandes du VIX à regarder. Au-dessus de 80, au-dessus de 110, c'est le moment de payer le S&P. D'accord. Pourquoi il ne faut pas payer le S&P maintenant d'un point de vue swing trading moyen terme? Simplement parce que on n'est pas dans un moment de panique. Là où il faut acheter, c'est quand personne ne veut acheter. Donc c'est là lorsqu'il y a de la panique qu'il faut acheter le S&P. Donc lorsqu'on a un VIX qui s'emballe ou qu'on a un VVIX qui passe au-dessus de 110 ou notre stratégie du disparity index sur le VIX, vous la connaissez. Voilà. Peu importe, en tout cas, le VIX et le VVIX sont deux indicateurs vraiment intéressants si vous souhaitez payer les dips, comme on dit en anglais, vraiment les trous du S&P 500. Si vous voulez vous positionner dans les trous, faut être courageux parce que c'est pas forcément facile de payer le S&P quand il perd 3% en une séance, mais le VIX et le VVIX seront d'excellents indicateurs qui vous aideront à vous positionner dans les baisses, vraiment dans les bottoms du S&P 500. Donc voilà, si c'est une des stratégies que vous voulez apprendre, regardez un petit peu de plus près le VIX et le VVIX, ou même ma stratégie que je vais vous envoyer à nouveau, stratégie du VIX sur le S&P 500. Alors VIX S&P 500. Donc je l'avais présenté il y a quelques temps. Je l'ai présenté en novembre. Alors formation, stratégie de trading pour trader le S&P 500 avec le VIX. Voilà. Donc là vous avez une stratégie vraiment clé en main. Honnêtement, c'est stratégie, vous avez juste à l'appliquer. Si vous arrivez à l'automatiser, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est vraiment une stratégie clé en main. Je vous donne la stratégie trading. Ça peut donner des idées. Ça peut servir de base. Ou c'est même une stratégie complète en soi. Mais bon, il y a toujours moyen de l'améliorer. Donc c'est une stratégie qui est prouvée dans le temps. D'accord. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai un peu changé. Mais cette stratégie est l'une des seules que je connaisse personnellement, que j'ai découvert à travers des livres d'analyse technique, qui a battu le S&P 500 sur 40 ans. D'accord. Donc voilà, je l'ai un peu amélioré amélioré de mon point de vue. Mais cette stratégie avec le disparity index sur le VIX pour trader le S&P 500, c'est la seule que je connaisse qui a battu le S&P 500 aussi longtemps, pendant ces 40 dernières années, voire 50. Je ne me souviens plus exactement, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai eu ce livre, mais voilà, depuis très longtemps. Il y a d'autres stratégies qui battent le S&P 500, bien évidemment, mais voilà, vous m'avez compris, concrètement, celle-ci, c'est celle sur du très très long terme, qui a été prouvée, qui a été backtestée, par des professionnels. Donc voilà, ça peut vous donner des idées, pas forcément appliquer au mot près ce que je dis dans cet article, mais au moins, vous savez que celle-ci, elle fonctionne. Voilà, donc ça donne des idées exactement, Eddie. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit indicateur en dessous ici. C'est tout simplement le disparity index, c'est l'écart relatif entre l'actif, le prix et une moyenne mobile. Donc moi, j'utilise la moyenne mobile à 10 périodes. Je vous invite à... Voilà, c'est un indicateur que j'apprécie et d'ailleurs, c'est un indicateur qu'on utilise dans cette stratégie du VIX. C'est vrai que je l'affiche pas dans mes webinaires, mais c'est un indicateur que je surveille de près puisque ça vous permet de voir un petit peu les zones d'excès. D'accord. L'idée, c'est que dès que l'écart relatif entre le cours et une moyenne mobile à court terme, c'est un mouvement émotionnel. D'accord. Imaginez, essayez de visualiser un spike. Vous savez, les fameux tops, les V-top et les V-bottom, ça s'appelle des spikes. Eh bien ça, c'est de l'émotion, d'accord. Lorsqu'on a un sell-off, lorsqu'on a une panique, ça remonte aussi rapidement que ça descend. Rappelez-vous le flash crash en février l'année dernière. Sur S&P, on avait perdu 10%. En une semaine, on avait regagné 5 ou 7. D'accord. Donc ça, c'est purement de l'émotion. Donc l'idée d'utiliser un écart relatif, le disparity index, c'est
c'est comment dire c'est de trader un petit peu, de visualiser, d'essayer de trouver les réactions émotionnelles. Donc lorsqu'on a un écart relatif qui est faible avec un moyen mobile, bon, on n'a pas, c'est pas de l'émotion, d'accord. Par contre, là, à ce moment-là, vous voyez, bah, c'était le flash crash de 2018. Là, c'était de l'émotion. Ça marche surtout sur le S&P 500, mais sur le DAX, c'est quand même assez intéressant. Donc sur le S&P 500, vous voyez quand on a des spikes ici, là, un écart entre le cours et une moyenne mobile à court terme qui est très important, bah c'est synonyme d'euphorie, d'euphorie ou à l'inverse de panique. Et donc, ça peut être un signal eh bien de contre-tendance. Donc, du coup, dès qu'on a un écart relatif trop important négatif, c'est un signal d'achat. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on est à 0. Donc, ça veut dire que bon, on n'est pas dans l'émotion, on est vraiment dans voilà un prix rationnel entre guillemets. Bon, je vais l'enlever du coup puisqu'il est à 0, c'est pas forcément utile de le montrer. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc le S&P sur du moyen terme, on n'a toujours pas de signaux baissiers. Hein. Moi, le stochastique, bon, 80-71, on n'a toujours pas de cassure de ce support de momentum à 80, vous voyez, sur lequel le momentum avait rebondi. Donc pour un moment, comme hier, ça me semble assez compliqué de trader le S&P 500, enfin, de passer à la vente, mais c'est clairement pas le moment d'acheter. C'est clairement pas le moment d'acheter puisqu'on est sous la moyenne mobile à 200 et on a un VIX à 16. Donc voilà, pour moi, c'est pas le moment. À la rigueur, si on trade, enfin si le S&P clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait un signal haussier important. Ce serait un signal haussier important et voilà, ça remettrait en question clairement les perspectives baissières. Mais je pense que pour qu'on dépasse la moyenne mobile à 200 séances, il faudrait un catalyseur. Donc, il faudrait soit que le shutdown, on n'en ait pas du tout, c'est que ça soit garanti entre guillemets, que ce soit presque certain qu'on n'en ait pas. Pour le moment, on a un accord de principe qui propose un financement de 1,3 milliard sur 5,7 demandé par Donald Trump. Donc, c'est voilà, c'est deux têtes, c'est même pas un tiers. Voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir un shutdown ou pas vendredi? La question, enfin, c'est encore, vous voyez, on est encore dans un doute. Donc, pour moi, il faudra un catalyseur pour qu'on dépasse cette moyenne mobile, un catalyseur probablement politique, et donc nous le saurons si c'est le moment d'acheter, si c'est le moment d'acheter le S&P 500. Techniquement, il faudra qu'on dépasse cette moyenne mobile pour éventuellement payer le S&P jusqu'à 2821. Maintenant, le fait qu'on soit sous cette moyenne mobile, qui fut niveau de résistance en début du mois, et que le VIX soit aussi bas, je pense pas que ce soit le moment de payer. En plus de cela, si on regarde le sentiment IG. Ouais, donc ça, vous n'avez pas accès à cette fiche aussi complète. Bon, vous l'avez ici, hein. Vous l'avez sur la page d'accueil. Le sentiment ici. Signal haussier quand même. Cours 65%. Cours 65%, donc il y a une majorité de vendeurs. Donc du coup, le sentiment ne converge pas avec mon analyse, puisqu'on sait que le sentiment, c'est un signal contrarien. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est faire l'inverse des traders particuliers. Donc retail trader, data shows, ok. Donc il y a que 35% de traders qui sont à l'achat sur S&P, donc c'est un signal qui est positif. C'est un signal qui est positif, donc du coup, voilà, ça ne vient pas soutenir mon analyse. Ça ne vient pas soutenir mon analyse. Maintenant, voilà, je reste neutre pour un moment sur la S&P 500. J'ai toujours mon sentiment qui est baissier, vous voyez, mais j'ai toujours pas les signaux nécessaires. Faudrait qu'on sorte par le bas de ce range et qu'on ait le stochastique qui casse le support pour voilà vraiment, je pense que ce soit le moment de vendre avec certitude, avec beaucoup plus de conviction de la S&P. Pour les traders agressifs, voilà, c'est encore possible de vendre cette résistance parce qu'on aurait un ratio risque-rendement très intéressant. Vous voyez, si là, par exemple, au prix actuel, l'invalidation du scénario, c'est si on passe au-dessus de la moyenne mobile. Donc, vous voyez, une cinquantaine de points à peine, de risque pour au moins aller chercher 200. Donc là, ça fait un ratio risque-rendement de 4. Donc, pour les traders agressifs, ça peut être intéressant de vendre le S&P à ce niveau de prix. Maintenant, pour ceux qui cherchent davantage de confirmation, eh bien, il va falloir attendre, selon moi, que le S&P passe en dessous, sort de ce range de court terme, et que le stochastique passe sous 80. Voilà, j'espère que c'est clair. Oula, beaucoup de questions. Alors Philippe,
qui me dit, alors déjà bonjour Philippe, cette histoire de mur ne pose pas de problème par rapport aux droits de l'homme sur le plan international. Alors moi je ne suis pas là pour vraiment donner mon opinion sur le plan politique, chacun ses opinions et voilà, je ne ferai pas de commentaires dessus. L'histoire a montré avec le mur de Berlin que c'était plutôt dramatique humainement. Voilà, donc s'il y en a qui ont des avis, eh bien voilà, vous avez des, oui, moi je ne donnerai pas mon avis, hein, vous comprendrez que je vais pas m'exprimer sur le plan politique. Voilà, c'est pas mon rôle. Donc beaucoup de fonds jouent une relance des pays émergents et donc l'ACI devrait en bénéficier, c'est logique. Oui, tout à fait. Alors il faut savoir que on a eu, excusez-moi, j'ai la voix là qui commence un peu à fatiguer. Pourtant nous ne sommes que mardi. Bon, alors donc du coup janvier, on a eu d'importants ajouts de fonds en Chine sur les marchés chinois. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est un niveau record. Alors pas un niveau record historique, mais un niveau record de quelques années quand même. Il me semble depuis 2016 ou 2015. Donc voilà, c'est positif pour les marchés émergents. Les marchés émergents sont quand même assez, ils progressent fortement, hein. Le bottom des marchés émergents, ça n'était pas fin décembre, c'était en septembre. Donc oui, les émergents sont haussiers. Maintenant, voilà, il y a quand même, regardez, donc là le CSI, CSI c'est l'indice large, hein, l'indice de Shanghai assez large. Vous voyez qu'on a eu une belle progression hier, mais on n'a pas non plus, bon, on teste une moyenne mobile à 200, ce qui est quand même assez bien. On est passé au-dessus du nuage, mais on n'a pas de, voilà, de rebond, de bull market. Là, on teste. Plutôt, on est en train de tester une zone de résistance importante à l'image de celle du S&P avec la moyenne mobile à 200. Si par exemple demain on a le S&P 500 qui clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 et que le CSI également, ce sera deux signaux positifs. Un sur le S&P, deuxième signal sur les émergents, le CSI. Je rappelle que parmi les émergents, parmi le MSCI Emerging Market, 25% des 25 ou 30% des de la captation boursière, c'est des actions chinoises. D'accord. Donc la Chine, vous savez que c'est un important émergent. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut considérer la Chine comme un émergent encore. On est entre les deux, hein. Mais voilà. Donc la Chine, si on a un signal bullish comme une clôture du CSI au-dessus de la moyenne mobile à 200, ça sera vraiment un facteur positif. Et souvent, lorsqu'on a, ce stochastique qui commence à faire ce genre de configuration, il y a deux possibilités. Soit on est en train, souvent on crée une divergence, mais ça arrive lorsqu'on a un changement de tendance. D'accord. Donc c'est particulier ce genre de, c'est exactement la même chose qu'on a sur le S&P 500. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc on a une divergence, mais donc soit ça aboutit ensuite à une baisse, si le stochastique clôture sous 80, il ira chercher 50, d'accord, et ce sera un niveau de support important pour le stochastique 50. Ou soit on a tout de suite un rebond. Le stochastique va rester longtemps dans cette zone de surachat, mais ça va être synonyme de renversement de tendance. Voilà, donc là, encore une fois, c'est qui tout double. C'est qui tout double. C'est très compliqué d'avoir un avis, on va dire, de moyen terme sur les indices actuellement parce que voilà, il suffit d'avoir la levée, voilà, du shot, enfin, qu'on n'ait pas de shutdown, qu'on ait un accord commercial entre les États-Unis et la Chine et le S&P et le CSI chinois sont partis pour gagner 10%. Vous voyez. Donc ça va être vraiment qui tout double lors des prochaines séances et même d'ici 2 semaines du coup. Les diverses interventions des banques centrales aujourd'hui vont chahuter les marchés. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'interventions des banques centrales, il me semble, hein. Il n'y a que le discours de Marc Carnet, vraiment, sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Il me semble qu'il n'y a que le discours de Marc Carnet. Alors il y a Powell qui parle au Mississippi sur la pauvreté dans les zones rurales à 18h45. Je ne sais pas si ça va être vraiment quelque chose de majeur. Même Carnet, hein, c'est un discours que le marché va surveiller, mais voilà, il n'y a pas de décision des taux. Ça devrait être quelques commentaires sur la finance, la situation financière, peut-être sur le Brexit, mais voilà, je pense pas à l'image de la BOE la semaine dernière. Est-ce que on a eu beaucoup de volatilité lors de la décision des taux après le discours de Powell? Pas du tout. On a eu quasiment aucune volatilité qui a été créée. Donc ça m'étonnerait que c'est l'un des deux événements, l'un des deux discours, soit signe de volatilité aujourd'hui.
J'ai l'impression que le S&P est en train de préparer une ETI, épaule tête épaule inversée. Et étant débutant, j'aimerais connaître ton avis de la part de Roland. Alors bonjour Roland déjà et bienvenue dans ce webinaire. Alors S&P. Alors si vous voulez parler de cette épaule tête, alors on est très loin, très loin de faire cette deuxième épaule. Je ne sais pas où vous voyez enfin, on a peut-être une vision un peu différente de cette épaule tête épaule, mais là pour le moment je ne vois pas d'épaule tête épaule. Je vois une résistance, un creux et c'est tout. Donc voilà, si vous avez un peu plus de détails sur l'épaule tête épaule que vous voyez, peut-être c'est sur du 4 heures, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire, mais pour le moment moi en journalier là, je ne vois pas d'épaule tête épaule. Je n'en vois aucune. Merci, oui, il faudra surveiller cette fameuse MM200 et pour le niveau du bear market sur le Nikkei s'il vous plaît. Alors le Nikkei il teste 21 000 points, vous voyez 21 000, hein, support devenu résistance, on le voit très clairement. Donc on va dire l'équivalent de la moyenne mobile à 200 sur le S&P, et bien sur le Nikkei ça va être les 21 000. Si demain on a voilà le CAC qui dépasse 5084, soit son précédent sommet de la semaine dernière, si le S&P clôture au-dessus de sa moyenne mobile à 200, si le CSI clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200, et si le Nikkei clôture au-dessus de 21 000, ça serait des signaux, d'importants signaux en faveur d'un bull market. D'accord. Et du coup, le prochain objectif serait sur le Nikkei la moyenne mobile à 200. Maintenant, à l'inverse, bon, là on a le plus bas à 18 900 et quelques, qui est un niveau de support très important. D'accord. C'est un niveau de support très important. Vous voyez, c'était ce niveau-là, c'était ce support de août 2017, 19 000 points concrètement. Donc à l'inverse, si on a un nouveau sell-off à Wall Street, qui peut être provoqué par les catalyseurs que vous connaissez, voilà, je les ai beaucoup cités, l'objectif du Nikkei sera un retour à 19 000. Clairement. Surtout que le Nikkei sera fortement impacté par la hausse du yen. Parce que si on a une panique à Wall Street, si on a une panique sur les marchés actions, c'est vrai que le yen s'appréciera et donc le Nikkei sous-performera. Il baissera en raison de l'aversion au risque, mais il baissera également à cause de la hausse du yen. Donc le Nikkei rejoindra très rapidement 19 000 points si on a un nouveau sell-off. Donc vous constaterez que sur la plupart des indices boursiers, nous avons des divergences de momentum. Ce qui veut dire que la hausse actuelle, la récente hausse des marchés actions n'est pas soutenue par le momentum. Donc voilà, c'est un signal d'alerte, donc à suivre de très près. Pareil pour le MIB. Regardez le MIB, grosse divergence, 20 000 points. Donc on voit les indices qui testent des résistances très importantes en amont d'échéances politiques majeures. Voilà. Et là, pareil, si on a une panique sur les indices mondiaux, le MIB ira très probablement rechercher ses récents plus bas à 18 000 points. Le DAX, le CAC, pardon, déjà. CAC, alors, CAC, il a progressé hier, il a dépassé 5 000 points. On reste dans ce canal pour le moment, donc la tendance reste haussière sur du moyen terme. Elle reste haussière sur du moyen terme. Maintenant, on voit, on n'a pas vraiment de momentum. On a un gap haussier grâce à l'accord de principe. Mais encore une fois, tant qu'on ne dépasse pas les 5083, sur du moyen terme, c'est maintenant compliqué à payer le CAC. Ça revient à payer sous une résistance. Bon, maintenant, il y en a peut-être qui ont payé le bas du canal. Félicitations à ceux qui l'ont payé. Maintenant, on voit encore une fois, tant que le S&P est consolide entre sa moyenne mobile à 200 et son récent plus bas de vendredi dernier, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire sur les indices sur du swing trading. Voilà, donc le CAC, signal baissier, si on sort par le bas de ce canal, signal baissier jusqu'à 4800, qui correspond à 50% de retracement de cette tendance, puis potentiellement aller chercher les plus bas. Ça serait un scénario plausible si lundi, le 17 février, pardon, c'est dimanche, voilà, si dimanche, nous avons le département du commerce américain qui décide de taxer les voitures européennes, pas forcément de 10% comme ce que fait l'UE sur les voitures américaines, mais peut-être plus. Vous voyez, je vous rappelle, en juillet de l'année dernière, on a Donald Trump qui avait menacé de taxer à hauteur de 25% les voitures européennes si on n'avait pas d'accord. Donc 25% c'est possible. 10% à la rigueur, ça serait une bonne, enfin, ça serait voilà, une bonne chose pour l'UE. Au moins, voilà, c'est 10% de taxes et c'est bon. Voilà, on n'en parle plus de ce problème de tarifs sur les voitures européennes. 10%, c'est ce que taxe l'UE sur les voitures américaines. D'accord. Donc à la rigueur, c'est voilà, c'est un peu équitable.
Maintenant, si le département du commerce estime qu'il faut taxer, je sais pas, 15, à hauteur de 15, à hauteur de 20 ou à hauteur de 25% une voiture européenne, là, ça serait assez dramatique pour les indices européens à court terme, je pense. Et ça enverrait un mauvais signal pour les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Euh, je vois mal le département du commerce américain annoncer taxer à hauteur de 25% les voitures européennes et dans le même jour que voilà, les États-Unis abandonnent, on va dire, les exigences en termes de négociation entre les États-Unis et la Chine. Parce que ce que demandent les États-Unis envers la Chine, ce qu'exigent, c'est déjà la propriété intellectuelle. Vous savez qu'il n'y ait pas ce vol de propriété intellectuelle par les Chinois. Et ça, a priori, c'est là où il n'y a pas du tout d'accord entre les États-Unis et la Chine. C'est, à mon avis, le point le plus sensible, le plus délicat. Donc, voilà. Ce que va dire le département du commerce et la décision que prendra Washington enverra un signal positif ou négatif sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc, voilà, c'est pour ça que ça sera assez important à suivre. Donc, CAC, attention, entre le plus bas de vendredi et le récent plus haut de la semaine dernière, finalement, entre les bornes, vous voyez, on est entre les bornes en hebdo. Voilà, c'est sur tous les indices, il faut surveiller le plus haut et le plus bas de la semaine dernière. Plus haut, plus bas, voilà. C'est le range où à court terme ou à moyen terme, il n'y a rien à faire. Tant qu'on est dans ce range, il n'y a rien à faire. Si on passe au-dessus, signal haussier direction 5284, 5300. Si on passe en dessous, objectif baissier 4600. DAX, idem. Vous voyez. D'ailleurs, le DAX, ce range, il est beaucoup plus long. Vous voyez que concrètement, ça fait depuis 14 janvier que voilà, on est dans un range. Ça fait 4 semaines. Donc là, c'est pareil. Range. À l'intérieur de ce range, les day traders ont la main. Les day traders peuvent payer le support, vendre la résistance. Maintenant, voilà, on approche d'échéances assez importantes. Voilà, S&P, plus haut, plus bas, c'est les bornes à court terme. C'est là où tout se joue selon moi. Le breakout donnera la direction des prochaines semaines et à mon avis, ce breakout se fera, selon une news politique. Alors, l'euro-dollar vient de casser un 12,17. Alors, l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, l'euro en baisse, hein, sous pression, on a un dollar qui est quand même assez fort. Alors là, la grosse question à se poser, c'est est-ce que c'est un bear trap? Est-ce que c'est un bear trap? Alors à très court terme, le fait qu'on passe sous un 13, il y a des perspectives baissières jusqu'au plus bas de l'année, qui est à un 12,15. Vous voyez ce plus bas de novembre, c'est à court terme. Mais cette zone large, on va dire, parce que c'est pas un support au pips près, hein, c'est une zone de support. Cette zone est assez délicate sur du moyen terme. Cette zone, tant qu'on est dedans, on sait quand même qu'il y a des acheteurs. Il y a énormément d'acheteurs à ce niveau de prix. On le voit puisque l'euro est payé, vous voyez, à de multiples reprises depuis le premier test de cette zone. Donc, c'est assez compliqué de passer short sur du moyen ou long terme dans cette zone. Si on passe en dessous, pourquoi pas? Parce que ce serait témoin d'un réel aversion au dollar. Aversion à l'euro, pardon. Et donc, il faudra viser voilà, un 11, 11, puis un 10, puis voilà, des plus bas. Mais dans cette zone, à moyen terme, c'est compliqué à prendre de décision. Donc là, à très court terme, le fait qu'on passe sous un 13, ça donne des perspectives baissières jusqu'à 1,12,15, bien qu'on teste des niveaux de support assez importants. Regardez, vous voyez ce support intermédiaire, 1,12,67, support, support, support. Donc vous voyez que là, pareil, à court terme, à très très court terme, on a des acheteurs quand même assez, on a un nombre d'acheteurs assez important. Vous voyez, dans 4 heures. Cette zone de support là, elle est testée. Donc on va voir ce que va faire l'eurodoll, mais à très court terme, si on passe sous cette zone, objectif baissier jusqu'à 1,12,15, c'est clair. Puisqu'entre cette zone et 1,12,15, il n'y a aucun support, il y a rien du tout. Vous voyez. Donc si on passe en dessous en 4 heures, voilà, ou même en journalier ou en 4 heures, c'est direction 1,12,15. C'est direction 1,12,15.
Maintenant, voilà, on voit que les indicateurs momentum sont extrêmement bas. Donc, il y a deux façons de voir la chose. Soit on est dans une phase d'excès et qu'on va avoir un rebond, soit on est dans une phase d'excès et donc c'est-à-dire que le momentum baissier s'accélère et donc on va avoir une accélération baissière du prix. Deux façons de voir la chose. Le DXY à l'inverse, il est haussier. Hein, le DXY est revenu chercher 96,60, hein, chose que je n'attendais vraiment pas. Donc voilà, dollar il est payé, pas parce qu'on a des bons chiffres américains, mais parce qu'on a des chiffres en Europe. Je dirais pas qu'en zone euro, mais en Europe, hein, qui sont décevants. Donc voilà, on a bon, là on est revenu sous résistance. Vous voyez que c'était le sommet de août 2018. Donc à surveiller de près ce que va faire le DXY. Pour le moment, le momentum, il est clairement aussi, il est à 91 hein, sur le DXY, c'est énorme. Donc voilà, ça va être qui tout double. Ça va être qui tout double. Vous voyez, généralement, lorsqu'on a un stochastique aussi élevé, 91,5, ouais, donc là les tops, si on les aligne par rapport au prix, ouais, donc là top du prix, top du RS, top du stochastique, top du prix. On continue ici. Là, pour le coup, vous voyez, là, c'est changement de tendance. Vous voyez, là, là, on a un stochastique qui est extrêmement élevé parce qu'on a un changement de tendance. On a une impulsion, c'est on est sorti d'un range. Et puisque le stochastique, vous savez ce qu'il compare, il compare le prix actuel par le prix par rapport au range des X dernières périodes, par rapport au range des 15 dernières périodes. Donc forcément, si on a un breakout et que le prix est plus haut du range des 15 dernières périodes, le stochastique va être proche de 100. Donc voilà, en tout cas, on voit qu'un stochastique aussi élevé ne dure pas longtemps, à part si on a un breakout, à part si on est sorti d'un range de moyen long terme. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour le moment, on est dans un large range et on y est encore dedans. Vous voyez, si on devait tracer le range de long terme, pour le moment, le range de long terme, si je devais le tracer grossièrement, il serait entre 94,50 et entre 97. Vous voyez, donc pour le moment, on est dans un range, on y est dedans, quoi. Donc, stochastique, sous résistance, prix sous résistance, ça va être qui tout double. Je dis pas qu'il faut vendre le dollar maintenant parce que, voilà, déjà, hier, avant-hier, fin de semaine dernière, j'avais une perspective baissière à 96,15. Donc on va attendre des signaux, on va attendre davantage de signaux baissiers. Là pour le moment on a une divergence qui se forme, mais pareil, le stochastique il se maintient au-dessus du support à 80. Vous voyez, le stochastique a rebondi au-dessus de 80, on a la divergence, donc il faut attendre que le stochastique 4 heures clôture sous 80 pour passer à la vente. Tant que le stochastique ne passe pas en dessous de 80, stochastique 4 heures, ne passe pas en dessous de 80, faut exclure les positions de vente sur le dollar. Voilà, c'est à éviter. C'est clairement à éviter. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, oui, mais j'ai acheté l'euro-dollar hier à 1,13 et j'ai mon stop à 1,12,15. Sur du moyen terme, c'est encore justifiable. On est encore dans la zone tampon. D'accord. On est encore dans la zone euh, vraiment où il n'y a pas vraiment de perspective de moyen terme. On est dans une zone où, j'ai envie de dire, il y a beaucoup plus de probabilité qu'on rebondisse d'après les prix passés. Donc, c'est pas encore le moment d'invalider sa stratégie acheteuse si on est loin à 1,13. Par contre, si on passe en dessous de 1,15, encore une fois, là, on invaliderait les perspectives haussières de moyen terme. Et on irait plutôt chercher les 1,11, 1,11,18, puis 1,11, puis 1,10, pardon. Au niveau de l'USD-Yen, vous voyez que l'USD-Yen, bon, on est revenu assez haut, hein, comme hier, on a eu un breakout. Maintenant, en prudence, voilà, encore une fois, dollar, il est payé, ok, mais le yen, ça reste une devise refuge. Et on sait qu'on est dans une période assez délicate. Donc, shorter le yen me semble assez. Pour moi, c'est la dernière paire à shorter. Hein. Le yen, je ne le vois pas du tout baisser lors des prochaines semaines au vu des échéances que nous avons. Ah, les 6-7 prochaines semaines, on a beaucoup d'échéances et très importantes pour le coup. Le VIX qui est bas. Encore si le VIX était à un pic 36, je vous dirais bon, pourquoi pas shorter le yen parce que voilà, ça serait un mouvement de panique. Donc voilà, le marché se vendrait le yen par la suite. Regardez, je vais vous faire voir. Donc, l'AUD yen. L'AUD yen, c'est l'inverse du VIX. Hein. Voilà, l'AUD yen, regardez. Pic du VIX, bottom de l'AUD yen. Bottom du VIX, top de l'AUD yen.
voyez, donc si à la rigueur le VIX demain il bondit, il va à 30 voire plus haut, clairement, bah, au lieu de vendre le VIX, puisque c'est compliqué à vendre le VIX, c'est compliqué à vendre le VIX d'un point de vue liquidité, trading, autant plutôt se positionner à l'achat sur la UDN, vous voyez, ou à l'achat sur les marchés actions. Je rappelle, la UDN, c'est corrélé au S&P, enfin c'est corrélé pas dans le sens qu'on a une tendance haussière sur le DN qui est semblable à celle du S&P 500, mais si vous regardez les creux et les sommets de la UDN coïncident presque à l'identique avec ceux du S&P. Donc si vous voulez ne pas vous positionner sur le S&P 500, vous êtes un voilà, vous adorez le forex et vous tradez que le forex, l'équivalent, enfin la paire qui ressemble le plus au S&P 500, S&P ou Dow Jones, voilà, c'est la UDN, d'accord. Donc ça c'est à savoir. Autre facteur qui ne sous-entend pas un regain d'appétit pour le risque vraiment majeur. On a un ce matin parce que voilà, on a une annonce positive de la part du Congrès américain. Mais regardez les cours de pétrole. Cours de pétrole, qu'est-ce qu'ils font depuis le début de l'année? Ils font rien du tout. Ils sont en consolidation. Voilà. Ils sont en consolidation. Hier, on a eu un signal comme assez baissier puisqu'on est venu clôturer en toute cette bande, ce support du prix. C'est une information assez négative. Bon, à moyen terme, on reste dans un range. Donc là, si on rebondit, la perspective sera haussière jusqu'en haut du range à 55 $. Mais voilà, pétrole, regardez en hebdo. Si on prend un peu de hauteur, en hebdo, on fait absolument rien. Vous voyez, on est dans un range, on est dans ce range-là. Entre 55 à peu près et 51 et 52. Voilà. On est dans un range de 3-4 $. Tant qu'on est dedans, on n'est ni dans de l'appétit, ni dans la version pour risque. Finalement, ça montre assez bien, l'attente des investisseurs. Si on regarde en hebdo, tous les marchés sont en corrélation. Enfin, en tout cas, les marchés actions, on regarde les cours de pétrole. Si vous regardez le S&P, le pétrole, le VIX et je ne sais pas, la UDN, l'USDN, l'euro-dollar, c'est exactement pareil depuis ces dernières semaines. C'est des chandeliers hebdo qui voilà, sont haussiers, puis baissiers, etc. Enfin, on a une consolidation. On n'a pas vraiment de tendance. On est clairement dans un marché qui attend des news probablement politiques. Bon, en tout cas, vous remarquerez qu'en journalier, on a une belle divergence sur le WTI et même sur le Brent. Donc ça, c'est pas un facteur très positif. C'est-à-dire qu'on a une respiration du momentum. C'est-à-dire qu'on a une respiration du momentum. Ça ne peut pas forcément dire qu'on va avoir une chute, mais en tout cas, une petite baisse des cours de pétrole. Pour ma part, à 58 $ le Brent et 50 $ le WTI me semble clairement envisageable. Voilà, donc en conclusion de ce point de marché, je dirais que ce matin, on a un petit peu d'appétit pour le risque. La question à se poser, c'est est-ce que ça a été intégré dans les prix et qu'on va plus avoir de hausse en intraday grâce à cette annonce du Congrès américain. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, en swing trading moyen terme, c'est toujours pas le moment ni d'acheter ni de vendre les marchés actions. Je pense qu'on est dans une zone assez délicate. On approche d'échéances majeures. Sur le forex, l'euro plus bas depuis novembre. Si on passe en dessous des 1,1267, l'objectif à très court terme sera un retour au plus bas annuel à 1,1215. Maintenant, tant qu'on se situe au-dessus de 1,1215, entre 1,1215 et 1,13, il y a selon moi, à moyen terme, beaucoup plus de probabilité de rebond, compte tenu du fait que voilà, on a l'or qui consolide, il est proche de 1300, et on sait que s'il y a un mouvement de panique sur le marché action, l'or s'appréciera. Le dollar est quand même assez élevé. Je vois pas pourquoi le dollar entrerait dans une tendance vraiment extrêmement haussière. On n'a pas vraiment de catalyseur qui justifierait, on n'a pas eu d'annonce au niveau des États-Unis qui justifierait un bull market du dollar. La Fed, elle a clairement baissé son ton, elle est devenue beaucoup plus prudente. Donc voilà, c'est pas comme si la Fed, elle disait on va faire 5 hausses des taux en 2019. Là, je vous dirais, bon, le dollar, c'est bull et il ira chercher 99 voire 100 points. Vous voyez. Mais là, on a finalement la hausse du dollar est simplement justifiée par les décevants chiffres en Europe depuis le début du mois de février. Donc c'est une hausse assez superficielle, vous voyez. Dès qu'en Europe ça ira un peu mieux, eh bien voilà, aux États-Unis le dollar pardon se baissera fortement. La stratégie aujourd'hui short n'est plus valide. Alors quelle stratégie short, Frédéric? Laquelle? Parce que je me souviens plus. Donc si vous pouvez me dire laquelle.
Donc sur les indices, comme je vous l'ai dit, c'est pour les agressifs, pour les traders agressifs, c'est possible de passer à la vente, hein. C'est possible puisque là on a un ratio de scorement extrêmement intéressant. Voilà, si on met un stop au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances, ça fait un stop de 50 points, un risque de 50 points pour potentiellement aller chercher 200, ça me semble possible. Sur l'USD Yen. Alors sur l'USD Yen, écoutez, ça retarde. Si vous avez mis votre stop comme je l'avais indiqué, c'est-à-dire au-dessus du récent sommet du 4 février, normalement vous avez dû être invalidé, vous avez dû être stoppé. Donc là pour le moment, ce n'est plus le moment de passer à la vente. Même si on voit le stochastique, bon, il est en faveur d'une petite correction à court terme. Vous voyez, le stochastique, il est clairement suracheté sur le SD Yen. Donc ça, vous voyez, regardez, en 4 heures, stochastique à 93, petite baisse. Stochastique à 94, consolidation, très légère baisse. Stochastique à 94, correction. Donc là, moi, je me dis qu'à court terme, on va avoir une baisse. Au mieux, pour les bullish, il y aura une consolidation. Mais au moins, un retour à 110, c'est à envisager lors des prochaines séances. Donc ça dépend votre horizon de temps, Frédéric. Ça dépend depuis quel prix vous êtes à l'achat. Ça dépend ce que vous visez. Faut s'assurer en tout cas d'avoir un ratio de toujours positif. C'est le conseil que je vous donnerai. Mais voilà, à moyen terme, les perspectives sont clairement baissières sur le yen. Il suffit juste d'un mouvement de panique à Wall Street. Donc, en d'autres termes, le même catalyseur qui est corrélé avec, que drive le yen, c'est-à-dire l'appétit ou l'aversion pour risque. Il suffit d'une petite panique à Wall Street pour que le yen s'apprécie, pour que le VIX bondisse, pour que le yen s'apprécie et que le dollar yen repasse sous 110 et même aille chercher 109, voire même beaucoup plus bas si on a une importante panique. Ça dépendra vraiment quel catalyseur fera paniquer les marchés. Voilà, donc ça peut venir des tarifs douaniers sur les voitures européennes, ça peut venir d'un shutdown vendredi, ça peut venir d'un échec des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ça peut venir d'un Brexit. Bon là, c'est le Brexit, ça va être quand même dans un peu moins de 2 mois, donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici 2 mois. Mais voilà, les 3 échéances à court terme les plus importantes, c'est shutdown, possible shutdown à la fin de semaine, même si la probabilité a réduit depuis l'accord de principe trouvé hier soir par le Congrès américain. 2, dimanche, département du commerce américain qui publiera son rapport sur l'impact des importations de voitures européennes sur l'économie américaine et ce que suggère le département du commerce. Et 3, les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine qui doivent prendre fin, la trêve commerciale qui doit prendre fin à la fin du mois. Voilà, donc ça c'est 3 échéances les plus courtes et les plus importantes, je dirais, qui sont les plus susceptibles soit justifier un rebond de l'appétit pour risque, vraiment de l'euphorie, et donc une chute du yen, une hausse du dollar et des paires euro-AUD, parce que si on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, l'euro et l'AUD seront extrêmement bullish. Par contre, à l'inverse, si on a des nouveaux tarifs douaniers qui sont annoncés, ou des échecs de négociation, là par contre, le dollar continuera à s'apprécier et le yen probablement s'appréciera encore plus. Donc ça fera pression sur les yens. Voilà donc pour ce résumé. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence comme d'habitude. Rendez-vous, comme vous savez, à 11 h heure française pour mon premier point de marché en binôme sous un nouveau format avec Vincent Gann. Vincent Gann que j'aurai le plaisir d'accueillir. Nous lançons un webinaire hebdomadaire qui dure entre 15 et 20 minutes pendant lequel nous allons proposer une conviction de marché plutôt, une conviction de marché. Donc voilà, soyez présents. C'est qui Vincent Gann, me dit François. Eh bien, je vous invite à me rejoindre justement pour le découvrir. Donc voilà, Vincent Gann. Voilà, je vous envoie le lien. N'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Et donc voilà, j'espère vous retrouver à 11 h. Merci en tout cas pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.